Bonjour à tous, bienvenue dans le brief d'analyse approfondie de Daniel Davis, où nous vous présentons le meilleur de ce que nous avons appris cette semaine, ainsi que les événements les plus importants survenus pendant la nuit. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyablement important cette nuit, depuis notre dernière émission hier. Le président Donald Trump a fait quelque chose de très trumpien. Il veut lancer une idée tellement extravagante que tout le monde est obligé d'en parler. Et cela concerne la guerre contre l'Iran. Regardez par vous-même. Et après avoir fini de vaincre l'Iran, qui est en train d'être très sévèrement vaincu, très bientôt, je déclarerai le détroit d'Ormuz, territoire des États-Unis. Hormuz Strait, a territory of the United States. What? A territory of the United Quoi? States? Un territoire des États-Unis. Écoutez, je veux dire d'abord, ce n'est que de la rhétorique. Enfin, peu importe. Qu'il ait vraiment des problèmes de fabulation, comme le dit Robert Barnes, ou qu'il ait simplement perdu la tête, je ne sais pas. Mais je peux vous le dire, géographiquement, géologiquement, physiquement, il n'y a aucun moyen pour nous d'en prendre le contrôle. Si nous le pouvions, nous l'aurions déjà fait. Tout le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas faire rouvrir le détroit d'Ormuz, parce que nous ne pouvons pas contraindre la partie iranienne à s'y conformer, simplement pour qu'elle le rouvre. L'idée de prendre le contrôle de tout ça suppose d'abord de se débarrasser du régime iranien ou de l'ensemble de ses capacités militaires. Ensuite, il faudrait déployer cette énorme organisation capable de gérer tout ça. Enfin, c'est tellement extravagant que ce n'en est même pas drôle. Mais beaucoup de gens adoraient cette idée. Vous l'avez vu si vous regardez l'extrait en entier. Et d'ailleurs, plus tard dans l'émission, on le diffusera. Quand on entend à quel point les gens étaient enthousiastes, ils pensent tous que c'est une excellente idée. Mais regardez, il y a d'autres conséquences à cela. Parce que tout ça intervient pendant ce mandat présidentiel. Pensez simplement au fait que le président Trump a déclaré, à un moment ou à un autre, vouloir prendre le contrôle du Groenland, un allié de l'OTAN. Et il y est revenu à plusieurs reprises. Ce n'était pas juste une déclaration isolée. Il a bien pris le Venezuela. Il a lancé 2 guerres contre l'Iran en 2025 et dans celle que nous avons actuellement. Il menace d'envahir Cuba. Il a menacé de faire du Canada le 51e État. Il a menacé d'une action militaire à l'intérieur du Mexique. Il a menacé de prendre le contrôle d'une autre voie navigable, pas le canal de Suez, le canal de Panama et de plusieurs autres choses encore. Et il ne cesse de parler de tout ça, partout, au point que les gens se demandent « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez ce type ?» Alors, on peut en rire et se dire « Bon, il ne le pensait pas vraiment. » Mais le fait est qu'il continue de dire ces choses et que dans certains cas, il a effectivement utilisé une force militaire meurtrière. Il est déjà parti 2 fois en guerre contre l'Iran et on a fait d'autres choses en plus de ça. Je crois qu'on en est à 8 pays différents dans lesquels il a lancé des frappes militaires meurtrières, rien que durant ce mandat. Et cela vient bien sûr du président qui avait fait campagne sur la promesse de ne lancer aucune nouvelle guerre. Il avait fait campagne en promettant de régler celles qui existaient déjà et de les retirer de la table. Il voulait être connu, comme il l'a dit dans son discours d'investiture, pour les guerres dans lesquelles nous ne nous engagerions jamais. À l'époque, cela avait suscité de vifs applaudissements. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un lointain écho, parce qu'il continue d'avancer dans cette direction. Désormais, à chaque fois qu'il se retourne, il cherche un autre pays à envahir. Et puis on va voir, à partir de certaines choses que Robert Barnes nous a apprises cette semaine, un peu où en est l'état d'esprit du président. Vous en verrez donc un peu plus à ce sujet dans l'émission. Mais restons là où nous en sommes, parce que la situation actuelle,
Et ce genre de déclaration va fragiliser le président Trump. Nous aurons une réaction du côté iranien. Cette semaine, il a déclaré « Nous sommes en quelque sorte en train de négocier avec l'Iran. Nous allons attendre de voir. Nous allons maintenir la pression sur eux. Et j'ai tout le temps du monde, a-t-il dit. » Et concernant la pression économique, Scott Bessent en a évoqué certains aspects. Il faut surveiller cet espace, a-t-il dit. Je crois que c'était hier. Apparemment, dans les prochains jours, à un moment ou à un autre, il va annoncer encore davantage de sanctions contre l'Iran. Quelque chose d'encore plus paralysant que tout ce qui a été fait jusqu'ici. Donc, si vous êtes en train de semi-négocier et que vous vous dites « D'accord, voilà ce qu'on va faire », au lieu d'avoir une sorte d'accord, on va revenir au mémorandum d'entente avec une version quelconque où l'on donne quelque chose pour obtenir quelque chose. Oui, oubliez ça. On va simplement tout prendre. En fait, on va prendre l'ensemble. Tout ce que cela fait, c'est rassurer la partie iranienne sur le fait que négocier avec les États-Unis n'est pas seulement contre-productif. Il n'y a rien à y gagner. C'est carrément stupide. C'est carrément contraire à leurs intérêts, et même nuisible, ne serait-ce que de négocier. Ça renforce les durs au sein de leur gouvernement. Ça affaiblit la capacité de ceux qu'on peut peut-être encore appeler les modérés, et il n'en reste plus beaucoup parce que nous en avons tué beaucoup lors de la première phase de tout ça. Ça affaiblit leur capacité à dire « trouvons une forme d'accord négocié. Parlons au moins aux Américains. » Et en fait, en ce moment, ils ne parlent pas aux États-Unis. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, s'est vu poser exactement cette question. Compte tenu de ce que Trump a dit, où en sont les choses aujourd'hui, notamment concernant le détroit d'Ormuz? Le Qatar comme le Pakistan nous transmettent des messages et sont en contact avec nous, mais cela ne signifie pas qu'il y ait des négociations. Aucune décision n'a encore été prise quant à la reprise des négociations avec les États-Unis. Pour l'instant, nous définissons un itinéraire temporaire qui sera ensuite transformé en itinéraire définitif au cours des étapes suivantes. C'est un travail technique mené entre des spécialistes des deux pays, l'Iran et Oman. Les forces armées y participent. De toute façon, ce sont elles les principales expertes en la matière. Il est possible que nous parvenions bientôt à un résultat, mais je tiens à souligner que cette négociation et la réouverture du détroit d'Ormuz sont deux questions distinctes. L'une concerne une négociation technique sur la détermination de la route maritime. Une fois cette route définie, la réouverture ou non du détroit dépendra du respect d'autres conditions auxquelles les États-Unis doivent se conformer. Alors, à propos du détroit d'Ormuz, est-il ouvert ou pas? Cette semaine, on a vu le secrétaire Wright dire « oui, il est ouvert ». Parfois, jusqu'à 15 millions de barils de pétrole par jour en sortent. En moyenne, je crois qu'il a dit entre 12 et 15 millions, quelque chose comme ça. C'est énorme. Et je crois qu'il a dit qu'un jour, c'était monté jusqu'à 20 millions, soit le niveau d'avant-guerre. La plupart des analystes ont dit que ce n'était absolument pas vrai. Les gens qui mesurent réellement ce genre de choses ne sont pas assez idiots pour ignorer que beaucoup de transpondeurs sont éteints. Les navires passent donc dans l'ombre, électroniquement, tout comme ils passent physiquement de nuit. Les gens en sont donc conscients. Ils suivaient tout ça. Ces gars-là font ça depuis littéralement des décennies. Ils savent ce qu'ils font. Ils peuvent vérifier tout ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sortent. Et j'ai pu le confirmer auprès de littéralement toutes les sources que j'ai consultées ce matin. Entre 7 et 8 millions de barils par jour sont sortis. La question, c'est pourquoi ils sont sortis, où ils sont allés, et qu'est-ce que cela nous indique pour la suite. Pourtant, il manque encore environ 5 millions de barils par jour par rapport à ce qui sortait auparavant,
même en tenant compte de toutes les voies de contournement. Et malgré tout, des flux continuent de sortir par la mer Rouge, d'une manière ou d'une autre, y compris par le détroit de Bab el-Mandeb et par le canal de Suez, ainsi que, en théorie, par d'autres oléoducs. Donc, un volume assez important continue de sortir. Mais le déficit reste considérable. Cela nous oblige toujours à utiliser notre réserve stratégique de pétrole pour maintenir le prix du pétrole à un niveau plus bas et pour préserver les quantités de nombreux produits pétroliers sur le marché mondial afin de garder l'économie mondiale relativement stable et d'éviter qu'elle ne tombe en récession. Cela a évidemment ses limites. Nous en avons parlé hier. Mais pourquoi ce pétrole continue-t-il de sortir? Est-ce que ça sort parce que l'Iran n'en a pas le contrôle? Ou est-ce que ça sort parce que l'Iran en a le contrôle? Il y a eu beaucoup d'informations contradictoires. Mais, d'après ce qu'on peut reconstituer, l'Iran, la plus grande partie de ce pétrole est sortie, selon des sources indépendantes, sans écouter le gouvernement américain, parce qu'il dit que tout se déroule conformément à notre plan et que c'est nous qui contrôlons tout ça. Mais des observateurs indépendants ont dit que la plus grande partie du pétrole passe toujours par cette route du Nord. Donc ça sort. Même le pétrole de certains pays arabes du Golfe sort lorsqu'il y a coordination avec la partie iranienne. Et comme vous l'avez entendu, la ministre irakienne des Affaires étrangères dit « Écoutez, nous discutons avec Oman. » Et ces négociations sont retardées depuis longtemps. Il y a une semaine, ils disaient qu'ils étaient presque prêts à annoncer quelque chose, puis ils n'ont rien annoncé de toute la semaine. Ils sont donc toujours en négociation avec Oman. La raison, c'est que nous continuons à exercer beaucoup de pression sur Oman pour qu'il n'accepte rien de ce que l'Iran veut faire. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas disposés à annoncer quoi que ce soit avec l'Iran. Et ils ne sont pas disposés non plus à simplement céder à ce que veulent les États-Unis. Il y a donc beaucoup de pression sur Oman, et jusqu'à présent, cela n'a pas encore abouti. L'Iran dit travailler avec Oman et souhaiterait idéalement qu'une décision commune soit prise par les deux pays et que les deux s'y tiennent. Mais l'Iran affirme que, faute de cela, nous continuerons malgré tout à en garder le contrôle. Donc l'Iran dit que sa position est la suivante. Avec ou sans Oman, c'est nous qui contrôlons le détroit. Et il n'y a pas deux façons de voir les choses. Ils ont intérêt à avoir un plan et un mécanisme pour que le pétrole puisse sortir. Premièrement, ils peuvent gagner de l'argent grâce aux droits qu'ils factureraient par la suite. Et puis, il y a aussi leur propre pétrole, s'il peut sortir. Et il a également souligné dans le dernier extrait, écoutez, ce sont deux choses distinctes. D'un côté, il y a le fait que nous annoncions les voies de passage et le système que nous mettrions en place. Par où le trafic passerait, par où il sortirait, et ainsi de suite, où il ne pourrait pas passer. Tout cela. C'est un premier niveau de la situation. Le deuxième concerne l'ouverture ou non du détroit. Et là, ils ont dit que cela nécessitait les États-Unis. Selon eux, ce que cela impose aux États-Unis, c'est que nous recommencions à appliquer d'emblée les termes du protocole d'accord. Tous les termes. Tout ce que nous sommes censés faire. Libérer les avoirs gelés, lever les sanctions, verser les réparations, et bien sûr mettre fin au blocus lui-même. Et ils resteraient responsables de tout cela. Ils ont dit que tout devait être accepté d'emblée, sinon ils n'ouvriraient pas le détroit. Maintenant, la question, et beaucoup de gens aux États-Unis le disent, c'est qu'il faut leur mettre davantage de pression pour les encourager à changer d'avis sur ce point. Je comprends l'idée. Vous voudriez qu'ils changent d'avis là-dessus. Mais vous n'avez pas réussi à les y contraindre militairement. Vous n'y êtes pas parvenu par la coercition. Vous n'y êtes pas parvenu avec des sanctions économiques. Vous n'y êtes pas parvenu avec une guerre à grande échelle. La seule chose que nous n'avons pas encore essayé, ce sont les forces terrestres. Mais comme je vous l'ai dit trop de fois pour les compter, ce serait suicidaire pour nous.
ça échouerait. Alors, espérons que cette option ne reviendra jamais sur la table. Mais tout ce que nous avons essayé depuis maintenant quelques 160 jours a échoué. Or, la pression sur l'Iran est réelle. Elle a des effets. Elle fait mal. Il souffre de cela. Mais il faut comprendre une chose. Et là encore, nous avons reçu toute une série d'experts sur notre émission. Forts de leur expérience concrète, ils vous l'ont dit. Depuis les 47 ans de leur existence, vous ne les ferez pas souffrir, au point qu'ils se rendent. Ils ne font tout simplement pas ça. Ils mangeront des céréales à même le sol et vivront d'une nourriture de subsistance, à peine suffisante pour survivre. Ils feront ça plutôt que de se rendre. Ils endureront les difficultés bien plus longtemps que nous. Leur culture, leur religion, leur société, leur expérience historique sont marquées par la souffrance. Cela fait partie de l'ensemble de la version chiite de l'islam qu'ils pratiquent et de leur expérience historique. Ils ont appris à beaucoup souffrir, à payer un prix énorme, et ils le paient. Et ils vont continuer à le faire, parce qu'ils comprennent qu'il s'agit d'une menace existentielle, parce qu'ils savent que les États-Unis et Israël veulent détruire leur pays, du moins tel qu'il est, et leur imposer quelque chose de l'extérieur, comme ce qui s'est passé avec le Shah d'Iran. Leur culture s'y oppose. Alors, ils souffriront longtemps. Nous, en revanche, nous n'avons pas une culture de la souffrance et du sacrifice. Et nous ne sommes prêts à payer aucun prix. Jusqu'à présent, le président Trump est allé très loin pour s'assurer que les États-Unis et le monde occidental ne paient pas, jusqu'ici, de prix économique. Mais il a manipulé le marché boursier. Il a manipulé le prix du pétrole sur le papier en libérant toutes nos réserves stratégiques de pétrole ainsi que celles d'autres pays dans le monde. Nous avons maintenu le couvercle et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour essayer de faire sortir autant de pétrole que possible par les différents moyens disponibles. Mais tout ça, ce sont des pansements. C'est comme essayer de boucher une digue avec son doigt. On ne peut le faire qu'un certain nombre de fois. Et quand de nouvelles fuites continuent d'apparaître, à un moment donné, vous n'aurez plus assez de doigts. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et les fissures commencent à se multiplier tout le long de ce mur. À un moment donné, tout pourrait céder d'un coup. Et alors, vous ne pourrez plus rien faire pour l'arrêter. Le président Trump essaie de faire comme si ce n'était pas le cas, d'où ce commentaire au début. Des applaudissements très forts, parce qu'il adore les applaudissements. Il vit littéralement pour ça. Ça paraît vraiment impressionnant, parce que ça donne l'impression de dire « c'est moi qui commande ici ». Je pourrais aller prendre ce fichu truc si je le voulais, mais on verra, dit-il. Il dit ça dit, on verra comment ça se passe. Eh bien, il y en a d'autres à Washington, D.C., et dans l'entourage proche du président Trump, qui essayent de l'encourager dans différentes directions. Souvent, quand nous vous montrons le général Jack Keane, on affiche une de ces alertes amusantes, ou quelque chose comme ça. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Et quand Jack Keane dit quelque chose qui a du sens, nous le reconnaissons. Et là, il va expliquer que l'Iran a davantage de leviers que nous ne le souhaiterions, et que nous n'avons pas encore trouvé le moyen de les lui enlever. Que contrôlent réellement les Iraniens? Ce qu'ils font, ce n'est pas tant contrôler que chercher à influencer les armateurs par l'intimidation et la coercition. Il reste encore un nombre important de propriétaires de navires et de capitaines qui ne veulent pas transiter par les détroits à cause des menaces iraniennes. Cette menace est réelle et bien sûr, elle est présente dans leurs esprits. Ils savent qu'ils peuvent passer par la route du Sud. Nous avons démontré qu'ils le font en toute sécurité. Mais dans leur esprit, le risque reste encore trop élevé. Et il a tout à fait raison. Je n'ai pas pu vérifier ça ce matin, mais plus tôt cette semaine,
j'ai vu qu'il y avait plus de 800 navires immobilisés dans la zone du golfe Persique, un peu partout dans la région. Ils ne voulaient pas en sortir, précisément pour la raison évoquée par le général Keane. Les armateurs et les entreprises propriétaires de ces navires ne veulent pas prendre le risque. Certains marins non plus ne veulent pas prendre le risque d'être touchés, parce que plusieurs navires ont encore été frappés cette semaine. Et fait intéressant, cela montre aussi les limites de notre puissance et le fait que nous reconnaissons que retourner simplement au combat n'est pas une stratégie gagnante. Rappelez-vous, lors de ces 13 jours d'échange, les États-Unis ont mené 13 jours consécutifs d'attaques. Tout est parti du moment où l'Iran a touché quelques navires qui traversaient le corridor sud, près d'Oman, sans son autorisation. Et puis nous avons dit « Ah oui », alors nous avons commencé à tirer, ils ont riposté, et ainsi de suite. Eh bien, nous n'avons fait ça que pendant 13 jours, parce que ça ne marchait pas. Et cette dernière semaine, plusieurs navires ont aussi été touchés, certains dans le corridor omanais par le camp iranien. Cette fois, nous n'avons pas riposté. Je peux vous garantir que les gens à Téhéran suivent cela de près, et ils savent parfaitement ce qui s'est passé la première fois et ce qui ne s'est pas passé la dernière fois. Ça leur donne donc encore davantage de levier. Et bien sûr, c'est exactement ce qu'ils veulent faire croire aux armateurs, que le risque est trop élevé. Ils n'ont donc pas besoin de tout frapper. Il leur suffit d'en frapper un certain nombre. Je trouve même incroyable que vous ayez réussi à faire passer 7 à 9 millions de barils par jour par les différentes voies disponibles, parce que ça veut dire que certains sont prêts à prendre des risques. Mais comme je l'ai dit, des centaines d'autres ne le sont pas. Et tant qu'on ne pourra pas rétablir le flux complet à travers le Golfe et que tout le monde n'aura pas confiance, l'économie mondiale continuera d'avoir ce problème, parce que ses réserves stratégiques de pétrole diminuent chaque jour. Donc la question est, qu'allons-nous faire si ce que le président Jack Keane a relevé est fondé et que cela a un impact concret? C'est ce que le camp iranien cherche à obtenir. Ils ont donc limité le nombre de navires qu'ils ont frappés. Je crois qu'un ou deux d'entre eux ont été touchés par des missiles de croisière anti-navires. Ils démontrent ainsi leur capacité sur toute la gamme, en plus des drones, etc. Alors, que faisons-nous maintenant? Si nous avons accordé du crédit à Jack Keane, il y a 1 minute pour avoir dit quelque chose de sensé et de juste, malheureusement, ça reste Jack Keane. Donc ses recommandations sont, eh bien, le voilà qui se lance. Nous sommes entrés en cessez-le-feu le 7 avril. Pour quelle raison? Pour négocier avec les Iraniens l'ouverture du détroit d'Ormuz. Ce sont eux qui ont lancé ces discussions. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que la guerre s'arrête. Et est-ce que la guerre a repris d'une manière significative? Non. Ont-ils atteint leur objectif en faisant cela? Oui. La pression économique est vraiment considérable. Je pense qu'ils en révéleront davantage sur les détails. Et quand on ajoute cela au blocus, c'est assez spectaculaire. Mais personne ne sait si cela va ou non forcer les Iraniens à plier. Je ne pense même pas que les Iraniens le sachent. Je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est résister à tout cela. Ils ne se soucient pas de la souffrance de leur peuple. Ils pensent que le temps joue en leur faveur et qu'ils vont traverser cette période du mieux qu'ils peuvent. Je pense que c'est leur première intention. Leur deuxième intention, à mesure qu'on se rapproche des élections de mi-mandat, est probablement d'intensifier leurs activités violentes et agressives. Ils pensent que l'administration n'y réagira pas de manière significative, parce que ça ferait grimper les prix du pétrole avant l'élection. Ce serait, une fois de plus, une erreur fondamentale de leur part. Le président a de nombreux moyens d'action à sa disposition. Il peut riposter, et il riposterait probablement très fermement, quelles que soient les élections de mi-mandat.
regardless of the midterm elections. Yeah. Woody now, regardless of the Oui, bon, vous savez, indépendamment des élections de mi-mandat, il y a beaucoup d'outils, dit le général Keane. Et on peut se demander où sont ces outils. On peut se demander pourquoi nous ne les avons pas utilisés. S'il dispose de tous ces outils, s'il pouvait simplement rouvrir ce détroit et y entrer, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est une question légitime. Il n'y a eu aucune réponse, évidemment. Il y avait beaucoup d'autres problèmes. D'abord, il affirme que c'est la partie iranienne, qui a dit « Hey, après 40 jours et 40 nuits de bombardement, si on arrêtait tout ça, parce que nous voulons que le détroit d'Ormuz soit ouvert. » Les Iraniens auraient dit ça. « Nous voulons ça. » Non, c'est pas ce qui s'est passé. we want that. No, it was not that. We stopped the war. Nous avons arrêté la guerre. Nous avons arrêté au bout de 40 jours parce que nous avons vu que nous épuisions tous nos stocks de missiles, offensifs comme défensifs. Cela n'avait aucun impact du côté iranien. Ils continuaient à frapper, cible après cible après cible, endommageant nos bases, tuant nos gens, provoquant tout simplement un enfer sur terre en Israël. Et rien de ce que nous faisions ne permettait de les arrêter. Le fameux dôme de fer, la fronde de David, le système Arrow et tout le reste, le système THAAD, les PAC-3, nos Patriots. Tout ça réuni, rien n'a marché. Peu importe le pourcentage que vous avancez, les gens peuvent en débattre. Ce qu'on ne peut pas contester, c'est que tout ce qu'ils ont tiré a atteint sa cible. Et les dégâts étaient tout simplement insoutenables. Donc d'un côté, nous subissions des dégâts, et de l'autre, nous étions à court de munitions, des munitions essentielles, celles de longue portée. C'est pour ça que nous nous sommes arrêtés au bout de 40 jours. Et puis, c'est nous qui avons vraiment besoin que le détroit d'Ormuz reste ouvert. C'est pour ça que ça continue de nous préoccuper. C'est pour ça que nous avons signé le protocole d'accord. C'est pour ça que nous avons accepté. C'est pour ça que nous avons signé toutes ces choses qui, disons, étaient bonnes à 80% pour l'Iran et seulement à 20% pour nous. Bien sûr, nous n'avons pas donné suite à cela. Et puis, on est tout de suite revenu là-dessus à cause de la pression d'Israël et de plusieurs amateurs de faucons guerriers en Amérique. Mais c'est ça, la raison. Alors, soyez très clairs sur ce qui prétend être la raison, parce qu'il veut dire « Oh, la pression fonctionne, mec », tout ce genre de choses. Et vous savez, il disait avant qu'on en avait fait environ 75%, puis qu'on s'est arrêté parce que, eh bien, il voulait discuter. Oui. Enfin, pensez juste à l'irrationalité et à l'illogisme de ça. Cette machine qui aime la guerre qu'on a construite avait l'Iran dans les cordes, selon Jack Keane. On était à 75% du chemin. Il ne manquait vraiment que 25%. 2 semaines de plus, c'est ce qu'il disait avant. Encore quelques semaines et on aurait gagné la guerre. Pouvez-vous citer un seul dirigeant américain, militaire ou civil, président de n'importe quel parti, qui ait jamais fait ça? Être aux 3/4 du chemin vers la victoire, se battre encore 2 semaines dans un engagement militaire, puis pouvoir repartir avec la victoire, et ne pas le faire parce que tout à coup, on aurait un cœur humanitaire. Bon, donnons une chance à la paix. Franchement, c'est absurde à première vue. Nous avions, je le répète une fois de plus, nous avions obtenu un succès négocié le 26 février, 2 jours avant le début de la guerre, grâce à une médiation omanaise. Nous aurions pu éviter la guerre dans son intégralité et en sortir avec un énorme succès. Le détroit d'Ormuz n'aurait jamais été fermé. Le prix du pétrole, je parie qu'il serait autour de $50 aujourd'hui dans ces eaux-là. Il n'y aurait jamais eu de perturbation. Nos réserves stratégiques de pétrole seraient toujours pleines. Nos stocks de tous les principaux systèmes d'armes seraient toujours pleins, ou au moins aussi pleins qu'ils le seraient sans ce que nous avons donné à Israël et à l'Ukraine. Mais tout ce matériel colossal serait toujours là. Et bien sûr, tous ces Américains seraient encore en vie.
600, si l'on nous amène à croire que c'est vrai. Et je ne sais pas si ça l'est. C'est probablement beaucoup plus que ça. Mais officiellement, c'est toujours 600. Aucun d'entre eux n'aurait été blessé. Personne ne serait à l'hôpital. Les parents de personne ne seraient encore en train de faire leur deuil aujourd'hui. Voilà ce que nous aurions pu faire si nous nous soucions de la diplomatie. Mais je pense que vous connaissez la réponse à cette question. Il dit aussi à propos de l'Iran, « Je ne sais pas si l'Iran va plier le genou, parce qu'ils connaissent toute cette pression. Alors je ne sais pas s'ils vont plier le genou. » Oui, bien sûr qu'on le sait. Ils ne vont certainement pas plier le genou. Ils le savent très bien. L'extrait que je vous ai montré d'Abbas Araghchi, datant d'hier seulement, ils connaissent très bien le levier dont ils disposent et ils l'utilisent. Keane lui-même, dans l'extrait précédent, a montré qu'avec leurs ressources limitées, ils sont experts pour maintenir cela à un bas niveau. Or, ils pourraient intensifier leur action militaire s'ils le voulaient et attaquer davantage de ces navires. À vrai dire, je ne comprends pas vraiment pourquoi ils ne l'ont pas encore fait. Je suis surpris qu'ils aient laissé passer autant de choses. Mais malgré tout, cela reste efficace, parce qu'il y a toujours un écart d'environ 5 millions de barils qui ne sortent pas. Donc la pression continue de s'exercer sur les économies occidentales. Et à l'approche de l'automne, on se rapproche du moment où on ne peut plus le cacher. Et peut-être qu'ils se disent que ce n'est pas un problème, que Téhéran accepte ça. Ils peuvent continuer à souffrir, comme je l'ai dit, pendant longtemps. Et tant que nous continuons à nous tromper nous-mêmes et à faire semblant, comme il l'a dit à la fin de cet extrait, que nous avons tous les outils nécessaires, ils peuvent faire toutes sortes de choses. Nous pouvons revenir à des actions cinétiques, même jusqu'aux élections de mi-mandat. Oui, si les élections de mi-mandat ne vous préoccupent pas, si vous les avez déjà considérées comme perdues en vous disant « de toute façon, on va se prendre une raclée », alors pourquoi pas? Je vais continuer à... Il y a une certaine plausibilité à ça à faire. Ça marcherait pas. S'il essaie de temporiser là-dessus et de dire « vous savez, même si vous nous poussez jusqu'aux élections, parce que nous avons peur que le prix du pétrole augmente, nous frapperons quand même. » Il pourrait le faire. Il pourrait vraiment le faire. Donc je n'écarte pas cette possibilité. Mais je peux vous le dire, je n'ai pas besoin d'attendre pour le savoir. Ça ne marchera pas. Parce que pour faire perdre à l'Iran sa capacité à frapper des navires, on ne peut pas y parvenir avec toutes les autres armes offensives dont nous disposons. Le reste, les stocks qui s'amenuisent de JASSM, de missiles de croisière à longue portée Tomahawk, d'attaques MMS, de munitions guidées de précision, puis toute la panoplie de ce qu'on a d'autre, comme les JDAM, les bombes de petit diamètre, toutes ces autres catégories d'armes, ces autres missiles qu'on peut lancer, tout ça ne comptera pas. Alors vous pouvez y retourner et le faire parce que vous vous moquez des élections de mi-mandat ou peu importe. Mais l'Iran va quand même les absorber parce qu'ils savent qu'ils le peuvent et ils continueront à riposter. Vous pouvez faire tout ça. Ce n'est pas à sens unique, mon ami. Ça ne l'est pas. Il y aura des tirs de riposte. Et je suis convaincu que beaucoup en Iran attendent simplement leur heure, les dents serrées, en espérant que les États-Unis fassent cela. Parce que ça leur donnerait, je suppose, la justification, dans leur campagne médiatique auprès du public, de lancer toutes ces armes. Ils ont déjà publié leur liste de cibles, tous ces différents pays. Cela dévasterait le pétrole pendant une période prolongée, à un point que aucune décision politique ne pourrait réparer. Je pense qu'ils le veulent, parce qu'ils veulent mettre l'Occident à genoux, nous paralyser, tout comme nous essayons de les paralyser économiquement. Je pense qu'ils aimeraient que nous leur donnions l'occasion d'allumer, en quelque sorte, la mèche de notre propre paralysie économique.
That's what I think that they would like to do. But C'est ce que je pense qu'ils voudraient faire. Mais apparemment, ils sont prêts à dire « Si vous voulez revenir à la raison, alors on accepte de le faire comme ça. » Nous verrons bien comment tout cela va se dérouler. J'ai des questions à ce sujet. Beaucoup de questions, en fait. Si la raison prévalait, il n'y aurait même pas de questions. Si la raison dominait encore à Washington, je vous le dis catégoriquement, cette guerre n'aurait jamais été lancée. Le 26 février, nous aurions eu un accord meilleur que le JCPOA, qui aurait garanti l'absence d'armes nucléaires. Nous n'aurions jamais lancé de guerre. Nous n'aurions jamais perdu un seul soldat. Tout ce que je viens de mentionner, il y a 1 minute, tout cela était sur la table entre ses mains et il l'a jeté à la poubelle. Et puis, si la raison avait pu revenir après cet échec, alors, le 17 juin, avec le protocole d'accord, c'était la prochaine porte de sortie, parce que cela aurait aussi permis de rouvrir le détroit d'Ormuz. Et à l'heure actuelle, il serait probablement déjà largement rouvert. Le flux resterait certes un peu plus faible à cause des dégâts subis par de nombreuses installations, notamment certains champs gaziers. Le champ gazier de Pars est l'un des principaux. D'autres infrastructures pétrolières et les capacités de raffinage ont également été endommagées, et beaucoup de ces installations vont nécessiter du temps. Mais, dans l'ensemble, ce serait de nouveau ouvert, si nous étions rationnels. Mais, comme nous l'avons appris cette semaine grâce à Robert Barnes, la raison n'est pas en tête des priorités de l'administration Trump. Il n'a plus aucun réalisme objectif pour ancrer sa pensée positive. Et cela transforme cette pensée positive en pensée délirante, en croyance, en fabulation. Le livre Regime Change le détaille très largement. L'autre chose qui s'est produite, c'est qu'il a subi un énorme changement de personnalité. Il ne se voit même plus comme un président américain. Il se compare à Attila le Hun, Gengis Khan, Napoléon. Il veut être comparé à l'un des plus grands dirigeants de l'histoire du monde, à l'un des plus grands présidents des États-Unis. Et le problème avec toutes les personnes qu'il a désignées comme des icônes, comme des modèles à suivre pour leur pouvoir, pas nécessairement pour leur philosophie politique, c'est que ce sont tous des conquérants. La manière dont ils sont devenus grands, c'est à la manière d'Alexandre le Grand. Ils sont partis conquérir, encore et encore. Il ne citait pas Gandhi, il ne citait pas King. Il n'a même pas cité un seul des pères fondateurs comme quelqu'un à qui se comparer. Et ça vous donne une idée de là où il en est. Il est devenu ce que les pères fondateurs redoutaient profondément. Trop de pouvoir dans la branche exécutive du gouvernement, surtout en matière de guerre. Et certaines personnes autour de lui le reconnaissent. Mais le problème, c'est qu'elles le ménagent toutes. Nous avons un cabinet de lâches. Oui, cette dernière partie était l'une des plus angoissantes, quand il a dit « le cabinet des lâches ». Beaucoup de gens savent ce qui se passe en interne. Personne n'a le courage de faire quoi que ce soit. En fait, ce qu'on a vu, et on l'a vu chez de nombreux membres du cabinet cette semaine même, c'est qu'ils répètent des choses dont ils savent qu'elles sont insensées et fausses. Parce que nous savons, grâce à certaines sources auxquelles j'ai accès, qu'en interne, ils disent des choses qui ont du sens et qui sont logiques et qu'ils reconnaissent les problèmes. Aucun d'entre eux n'a le courage de dire quoi que ce soit. Et c'est simplement là où nous en sommes. C'est le danger auquel nous faisons face. Et c'est pourquoi, quelle qu'en soit la cause, qu'il s'agisse d'un déclin mental, d'un délire cognitif, je ne sais pas. Mais il y a eu un changement important. Et là encore, nous vous avons montré, je crois, plus tôt cette semaine, cet extrait du président Trump lors de sa célébration de victoire en novembre 2024, puis lors de son investiture le 20 janvier de cette année 2025. Pardon. Il disait « Je ne vais déclencher aucune guerre. Je n'en ai déclenché aucune la dernière fois, je n'en déclencherai aucune cette fois-ci. Et je veux être connu
Disait-il, je veux être connu pour les guerres que nous ne déclenchons jamais. Or maintenant, nous avons cet homme, dont nous vous avons parlé au début de l'émission, qui cherche à faire la guerre à Cuba, qui a bien fait la guerre au Venezuela à 2 reprises, qui l'a fait avec l'Iran, qui pourrait s'emparer d'un allié de l'OTAN, le Groenland, qui pourrait utiliser la puissance militaire dans le canal de Suez et qui pourrait prendre le contrôle du canal. Il pourrait recourir à la force militaire et annexer le Canada, ou en tout cas, c'est ainsi qu'il en parle. Il pourrait prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Il pourrait prendre le contrôle du Mexique ou y recourir à la force militaire. Toutes ces choses-là, tout tourne autour de la conquête. Tout tourne autour de l'usage de la force militaire. La diplomatie n'existe pas. C'est ça le vrai danger. Et que d'autres au sein de l'administration le veuillent ou non, et, d'après tout ce qu'on sait, le vice-président le veut et reconnaît bien ces réalités. Et apparemment, en coulisses, il fait des efforts héroïques pour retirer tout ça de la table et nous sortir de ces guerres qu'on ne peut pas gagner. C'est en quelque sorte la direction qu'il essaye de prendre. Mais il n'y arrive tout simplement pas. Et apparemment, aucune des autres personnes n'est même disposée à essayer. Parce que certains, qui peuvent dire en coulisses « Hey, ça ne va pas marcher », voient apparemment le président Trump se lâcher, se mettre à leur hurler dessus et à proférer des obscénités, et ainsi de suite. Alors ils se flétrissent comme une fleur fanée, et ils ne recommencent plus. Ensuite, ils vont devant les caméras et lui disent tout ce qu'il veut entendre, parce que ce sont des lâches. Et donc, quand l'homme, au sommet, que ce soit une situation à la roi Lear, où il est devenu le roi fou, et le commandant en chef, et qu'il commande effectivement les forces armées, c'est un problème. Cela a doublement aggravé le problème, parce qu'il a éliminé, pas réduit, mais éliminé, les garde-fous qui existaient autrefois dans la Constitution, qui existaient autrefois dans le droit américain avec la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973, avec la séparation constitutionnelle des pouvoirs entre l'article 1er et l'article 2, entre les branches législatives et exécutives. Tout cela a disparu. Ça a disparu. Ça n'existe plus du tout. Aujourd'hui, le président Trump, à lui seul, a littéralement le pouvoir unilatéral de faire tout ce qu'il veut. Et quand il a cet état d'esprit, cette volonté d'être un conquérant et de conquérir, puis qu'il rallie des gens derrière lui, c'est un problème pour nous tous. Et même pour parvenir à résoudre cette guerre en Iran, Matt Bracken était présent cette semaine. Et il nous montre, nous en avons parlé, que Jack Keane a reconnu, il y a une minute, hier encore, que l'Iran dispose de certains leviers. Eh bien, Matt Bracken souligne qu'ils ont aussi un levier très concret, leur domination géographique. Les Iraniens utilisent maintenant le protocole d'accord du 17 juin comme point de départ. Ils ne négocient pas à partir de là en faisant des concessions. En quelque sorte, ils nous montrent « Regardez, ça ne fera qu'empirer pour vous. Plus vous tarderez, plus vous devrez céder. Parce que quoi qu'il arrive, nous n'abandonnerons pas le contrôle du détroit d'Ormuz. » Ils comprennent à juste titre que c'est leur atout maître. C'est leur domination géographique du détroit d'Ormuz. Et je ne pense pas qu'ils autoriseront un jour, par exemple, un navire de guerre américain à retourner dans le golfe Persique. Et pour le monde entier, ce sera un signal. Nous avons été chassés du golfe Persique. Mais au bout du compte, si nous ne retournons pas auprès de la 5e flotte à Bahreïn, le monde entier comprendra qui a gagné cette guerre. Donc oui, ils ne négocient clairement pas en disant « on donne un peu, on prend un peu ». Ils disent simplement « nous allons exiger davantage ». Alors plus vous ferez traîner les choses, plus vous devrez céder à la fin. Et il est difficile de lui donner tort. Et je pense que l'attention se porte beaucoup en ce moment. Et le vice-président Vance a vraiment essayé de le répéter cette semaine,
Vous savez, sur 2 objectifs. Pas d'armes nucléaires. Ils ne doivent jamais pouvoir avoir l'arme nucléaire. Et il faut rouvrir le détroit d'Ormuz. C'est tout ce dont tout le monde parle. Ils veulent tout ramener à quelque chose de vraiment simple, comme ça. Et le président Trump fait ces déclarations extravagantes sur le fait de posséder le détroit d'Ormuz, parce que c'est sur cela qu'ils veulent que les gens se concentrent. Mais il y a d'autres enjeux en jeu ici qu'il faudra bien traiter à un moment donné, que quelqu'un à Washington le veuille ou non. Et Matt vient d'en évoquer certains. Toutes ces bases, ces 20 bases qui ont été frappées, il est peu probable que nous retournions dans l'une quelconque d'entre elles. Et pourquoi tous ces gens voudraient-ils qu'on y revienne? Ne sous-estimez pas l'importance de ce fait. Mettez-vous un instant à la place de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de Bahreïn, du Qatar. Pourquoi voudriez-vous continuer à dépenser beaucoup d'argent pour réparer toutes ces installations et maintenir l'Amérique sur place, alors que vous avez constaté de vos propres yeux que ces bases ne vous protègent pas? Elles attirent les roquettes. Toutes nos défenses aériennes ne les ont pas protégées. Elles n'ont pas protégé leurs villes. Elles n'ont pas protégé nos bases. Donc à l'époque moderne, cela montre simplement que le problème est généralisé et cela a des implications pour la région Asie-Pacifique. Et toutes ces, quel que soit le chiffre exact, environ 700 bases de tailles diverses, nous les avons littéralement dispersées aux 4 coins du monde. Il est désormais clair que ces bases ne nous aident pas. Ce n'est pas un hasard si vous ne voyez pas de bases chinoises partout dans le monde, ni de bases russes partout dans le monde. C'est en partie parce que ce ne sont pas des puissances expansionnistes agressives. Elles veulent se défendre. Mais il y a une autre raison. Elles comprennent que dans l'ère moderne, c'est une stratégie perdante. Les Russes eux-mêmes ont déjà du mal à assurer la protection de Kaliningrad, qui se trouve essentiellement de l'autre côté du territoire de l'OTAN en cas de guerre dans cette région. C'est donc un domaine où ils ont de réelles inquiétudes. Comment vont-ils le défendre si on en arrive là? Ce serait très difficile, et l'OTAN en parle déjà, en évoquant ce qu'elle pourrait faire à ce sujet. Même chose en Asie. Parce que toutes ces bases qu'on imaginait être des atouts stratégiques, nous permettant de projeter notre puissance et de nous défendre plus en avant, il est désormais parfaitement clair qu'elles ne sont rien d'autre que des vulnérabilités stratégiques. Au moins, avec un navire et les groupes aéronavals autour d'un porte-avions, on peut manœuvrer. Les navires peuvent se déplacer, zigzaguer, faire ce qu'ils veulent. Donc, si des missiles arrivent, ils ont une chance de ne plus être là. Il est beaucoup plus difficile de toucher une cible mobile qu'une cible fixe. Toucher une cible fixe ne pose aucun problème. Je vous ai montré cette séquence, cette vidéo ou cette photo à de nombreuses reprises. Tous les sites qui ont été frappés du côté iranien pendant cette période, surtout pendant ces 40 jours, mais aussi certains pendant l'attaque de 13 jours. Tout ce sur quoi ils ont tiré, ils l'ont atteint avec une précision chirurgicale. Ça ne va pas disparaître. Et maintenant, tout le monde dans le monde voit que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc avoir des bases fixes et renforcées, ça veut simplement dire avoir une cible immobile qu'on peut détruire. C'est tout. Je veux dire, vous avez le même problème avec les ports partout dans le monde et tous ces autres endroits. Donc ça n'a aucune valeur. La Corée du Sud ne sera pas aidée parce que nous y avons des bases fixes. Maintenant, ils peuvent quand même vouloir qu'on y soit parce qu'ils disent que c'est un fil déclencheur. Et donc, si la Corée du Nord nous attaque, alors vous serez impliqués parce que vos soldats seront morts. C'est peut-être ce qu'ils pensent. On pourra en reparler un autre jour aussi. Mais la Chine est là, et elle le sait depuis longtemps, qu'on a toutes ces bases dans la région. Et surtout, nos commandants au sein du commandement Indo-Pacifique
n'arrêtent pas de demander davantage. Ils veulent des milliards de dollars de plus pour renforcer les infrastructures. Et la Chine se dit, d'accord. Je pense que c'est un gaspillage d'argent. Ça ne me plaît pas vraiment. Je n'aime pas du tout que vous soyez là, mais j'ai tout un tas de missiles offensifs qui réduiront tout ça en gravat, comme l'Iran l'a fait. Si l'Iran, ce petit Iran, avec le peu qu'il dépense chaque année pour son budget de défense, au total, quelque chose comme 10 ou 11 milliards de dollars, a pu fabriquer ce genre de choses, alors bon sang, qu'est-ce que vous croyez que les Chinois peuvent faire avec les centaines de milliards de dollars dont ils disposent et avec leurs capacités et leurs avancées technologiques incroyables? Et c'est pareil pour les Russes. Surtout parce qu'ils ont une expérience pratique dans ce domaine, à la fois avec les drones et avec les missiles qu'ils possèdent. Et maintenant qu'ils ont appris, qu'ils ont progressé de façon radicale, comme c'est souvent le cas en temps de guerre, beaucoup plus vite qu'ils ne l'auraient jamais fait autrement. Ils savent qu'ils peuvent frapper n'importe quelle cible fixe et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. Et nous ne semblons pas le comprendre. Nous pensons encore que dès que le détroit d'Ormuz sera rouvert, tout redeviendra normal. Mais ce ne sera pas le cas. Et je pense que Matt a vraiment mis en lumière quelque chose d'essentiel, qu'il est très important pour nous de comprendre. Le monde a clairement changé. Nous devons rouvrir ce détroit d'Ormuz pour éviter, peut-être, le pire d'une dépression mondiale. Nous verrons si nous y parvenons. Mais au-delà de ça, même lorsqu'un semblant de normalité sera revenu sur le plan économique et énergétique, nous allons devoir nous poser de grandes questions. Et tous les autres pays de la région vont devoir prendre des décisions difficiles. Veulent-ils continuer à servir d'aimant à missiles pour les États-Unis? Je doute qu'ils le fassent. Passons maintenant au dernier sujet que nous avons appris cette semaine, qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a beaucoup de questions dont on peut parler à ce sujet. L'une des plus intéressantes, et je pense que vous devriez le savoir, je voulais la rappeler ici, vient de Scott Ritter. Il disait, écoutez, il y a la bataille physique qui se déroule sur le champ de bataille. Et la Russie, selon toute analyse sobre, y réussit, et elle dispose de tous les atouts matériels nécessaires. Les effectifs, la puissance de missiles, les drones, la base industrielle de défense. L'ensemble de ces éléments lui donne un avantage irréversible dans une guerre d'usure, que ce soit à court, moyen ou long terme. Il n'y a aucun moyen pour que l'Ukraine puisse, à terme, tenir plus longtemps que la Russie, quoi que puissent faire les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Nous en avons un peu parlé dans une émission spéciale cette semaine, mais Scott Ritter a dit que ce ne sont pas les seules dynamiques à l'œuvre dans cette guerre. Il y en a une autre, sur le front mental. Ils jouent à court terme. Ils jouent le jeu. Ça s'appelle la guerre mentale. Andrei Ilnitsky, allez voir. Andrei Ilnitsky, ancien conseiller principal, conseiller avec le grade de lieutenant général auprès de Sergueï Shoïgu, l'ancien ministre de la Défense. En 2021, il a commencé à formuler le concept de guerre mentale. La guerre mentale, c'est essentiellement utiliser les réseaux sociaux, les films, ce genre de choses, pour semer des graines de doute au sein de la société. Elles s'enveniment ensuite, pourrissent et font s'effondrer la société de l'intérieur. En ce moment, l'Occident mène une guerre mentale contre les Russes. Ils pensent qu'en faisant toutes ces actions, puis en les amplifiant, parce que, écoutez, la guerre des drones est un échec. On pourrait y passer toute la journée, et je vais vous dire exactement comment. Ils ont envoyé plus de 1400 drones sur Moscou. Sur ces 1400 drones, combien ont touché le centre de Moscou? 1. Ce n'est pas un taux de réussite, mesdames et messieurs. Quand les drones coûtent entre 55 000 et 70 000 $ l'unité,
Qu'un seul drone parvienne à passer, ce n'est pas un taux de réussite. Et pourtant, selon l'Occident, il cartonne. La Russie est détruite. Moscou s'effondre. Non, c'est pas le cas. Ils les ont tous abattus, sauf un. Vous savez, c'est ça la réalité. Ils font exploser une raffinerie de pétrole, et pendant 3 jours, il y a des files d'attente pour l'essence dans toute la Russie. Ensuite, les Russes réaffectent des ressources, et les files d'attente disparaissent. Vous savez, c'est ça la réalité. C'est intéressant parce qu'il explique que les États-Unis essayent, aux États-Unis comme en Europe de l'Ouest et avec Zelensky, de mener ce qu'il appelle une guerre mentale. Ils cherchent à semer le doute au sein de l'opinion publique russe. Ils veulent y faire entrer des informations. Ils veulent y faire entrer des reportages. C'est pour ça qu'on voit ces affirmations incessantes du genre 1,5 million de Russes ont été tués dans cette guerre. Et Poutine vous le cache, et ainsi de suite. C'est tout l'objectif de cette démarche. C'est ce qu'il voulait accomplir. Mais c'est une pièce à 2 faces. La Russie fait évidemment la même chose en Europe de l'Ouest, en Ukraine et aux États-Unis. Elle mène sa propre version de cette stratégie. Leur tâche est bien plus facile, parce qu'ils ont beaucoup plus de faits sur le terrain pour l'étayer. Et écoutez, ça a été remarquablement efficace, surtout après 2023. J'ai été choqué de voir à quel point la guerre psychologique occidentale a réussi, non seulement contre les Russes, mais aussi contre nos propres populations d'ailleurs. Ajoutons-les aussi à cette liste de cibles, parce que l'offensive a été un échec catégorique. Je veux dire, un échec offensif grotesque. Des carcasses fumantes de matériel fourni par l'Occident, partout sur le champ de bataille, qu'on ne pouvait pas dissimuler. Ils n'ont jamais complètement franchi la première, même la première, des 5 lignes de défense russes. Et depuis, ils ont commencé à être repoussés. Ensuite, il y a eu Bakhmut, Avdiivka, Kostiantynivka, etc. Tous ces événements survenus depuis plus d'1 an, le tout se déplaçant vers l'ouest. Alors je pensais qu'après l'échec de l'offensive de 2023, les gens finiraient par reconnaître que, quelles que soient les affirmations de gens comme Ben Hodges, Jack Keane, David Petraeus, ou toute une série de généraux britanniques disant la même chose, ils diraient « D'accord, j'ai compris, vous vouliez gagner, vous détestez la Russie. Ça aussi, je comprends. Ils ont attaqué, très bien, mais ça ne marchera pas. Vous avez tout essayé, vous avez mis le paquet, le meilleur de leur armée, entraîné depuis 2014, tout ce que l'OTAN avait fait, tous les chars, toutes les munitions, tout ça, et ça a échoué. Donc c'est fini. Vous avez tiré toutes vos cartouches, vous ne récupérerez jamais ça. Vous avez perdu tellement de choses là-bas. Nous n'avons pas une autre vague comme celle-là à envoyer. Vous n'avez pas les effectifs pour le faire. Vous ne pourrez jamais former une nouvelle force. Parce que dès que vous les prenez dans la rue, vous les envoyez pratiquement à la mort sur la ligne de front. Et vous ne pouvez jamais reprendre l'avantage. Vous ne pouvez pas reprendre l'avantage. Et comme je vous l'ai montré, il y a 25 millions d'hommes russes supplémentaires en âge de combattre qui pourraient être envoyés au combat. Et ils n'ont même pas procédé à une mobilisation forcée au-delà des 300 000 initiaux en 2022. Alors je me suis dit, enfin, les gens ne sont pas stupides. Et si vous essayez de leur dire que le noir est blanc, que le blanc est noir et que le bien est le mal, ils ne vont tout simplement pas vous croire quand ils voient de leurs propres yeux que ça n'a pas marché. Mais je me trompais. Et il s'est avéré que ces mythes et cette tromperie, ces mensonges, des mensonges flagrants, ont eu un effet assez considérable. Et ça a poussé les gens à se dire « Non, mais peut-être que ce sera différent. Oh, je sais, la Russie s'effondre. Ils utilisent des pièces de machines à laver pour leurs missiles. Ils en ont si peu. Ils se battent avec des pelles. Ils sont à court de missiles. Encore et encore. On a cessé d'entendre tout ça. Et puis, qu'avons-nous appris cette semaine?
Nous l'avons appris de la bouche même de Volodymyr Zelensky. Ils ont 2,5 fois moins de missiles de défense aérienne. Je pense que c'est probablement un mensonge. Je suis presque certain qu'ils n'en ont aucun. Ils n'interceptent certainement aucun missile russe. Et puis il a dit qu'ils avaient doublé leur capacité de production de drones et surtout de missiles au cours des 12 derniers mois. Double the capacity in the previous 12 months. And that put to lie everything that we've been. Et ça a démenti tout ce qu'on affirmait dans la presse. Et on le voit se dérouler ainsi. Lors des dernières salves tirées sur Kiev, rien n'a été intercepté. Ils ont frappé la roue de tête. Gary vous a montré, ces 1 ou 2 dernières semaines, des images tout à fait saisissantes de ces missiles qui frappent, sans que quoi que ce soit ne tente même de monter. Ce n'est pas comme si on les ratait. Il n'y a pas de missiles à envoyer. Et j'ai aussi appris, par d'autres personnes en Russie, que ce n'est rien comparé au reste du pays, où ils n'ont même pas la prétention d'avoir ce genre de capacité, et ce depuis longtemps. À Kiev, ils ont maintenu cette apparence pendant un temps. Mais maintenant que même ça a disparu, personne ne va lui en fournir. Zelensky supplie les gens de lui donner du matériel. Il ne l'a pas. Donc maintenant, il n'y a plus de défense aérienne. La Russie augmente sa production, son rythme quotidien soutenu, sa cadence mensuelle. Et nous ne pouvons rien faire pour l'arrêter. Alors pourquoi continuer à faire comme si quelque chose pouvait se produire? Comme s'il existait encore un moyen de faire comprendre à Poutine qu'avec suffisamment de pression, cet accord de 40 jours que Zelensky a lancé en juin pourrait mettre la Russie à genoux, alors que 4 ans et demi n'y sont pas parvenus. Je veux dire, est-ce qu'il n'arrive pas un moment, les amis, où vous en avez assez qu'on vous mente aussi ouvertement, avec toutes les affirmations qui sont faites, et nous vous en montrons beaucoup sur cette chaîne. Aucune ne se réalise. Et ce que disent les Russes, ce que font les Russes, ils avancent bien plus lentement que ne le voudrait n'importe qui en Occident. Mais il n'y a rien qui soit lent, rapide ou à vitesse moyenne. Il n'y a rien de ce qu'on a fait qui ait permis de l'arrêter. On les a ralentis, ponctuellement, ici et là pendant un temps. Puis le rythme repart. C'est tout ce qu'on a vu. Et plus on laisse notre camp utiliser ce genre de mythes et ce genre de tactiques de guerre psychologique, qui sont les perdants. Ce n'est pas la Russie, c'est nous. Nous, au sens large, l'Occident. En continuant à épuiser nos ressources de défense nationale, en continuant à vider nos caisses avec de l'argent qui part à l'étranger. Le dernier prêt, quel qu'ait été ce que l'Europe a fait, 90 milliards de dollars, c'est littéralement de l'argent jeté dans un trou. L'Ukraine ne pourra jamais le rembourser. Cet argent est perdu, entièrement jeté à la poubelle. Il n'en sortira rien. Et maintenant, comme vous le voyez, ils n'ont même plus de capacité de défense aérienne. Où est-ce que ça peut mener, sinon peut-être à une victoire russe plus rapide? Je ne sais pas. Mais bien sûr, ce sont les Ukrainiens qui paient le prix le plus lourd. Et ça me peine, et ça continuera de me peiner jusqu'à ce que cette guerre soit enfin terminée, probablement longtemps après aussi, parce que tout cela était inutile. Et tout cela est dû à l'arrogance et à la démesure de l'Occident, du président Biden, de toute une série de dirigeants britanniques et français, de l'Union européenne, et même de Donald Trump. Lui aussi porte une bonne part de cette responsabilité. Il est président maintenant. Il aurait pu mettre fin à la guerre depuis longtemps. Il ne le fait pas. Et il continue d'essayer de grignoter à la marge le soutien à l'Ukraine. Donc collectivement, nous avons tous échoué envers l'Ukraine, échoué envers nos propres pays et nos propres populations, et même envers le monde. Et nous finirons par le regretter un jour. Bon, écoutez, avant de vous laisser aujourd'hui, je voudrais terminer sur une sorte de conclusion. Il y a quelque chose qui se passe ici, aux États-Unis, depuis longtemps. Et évidemment, cela se manifeste bien plus gravement chez l'actuel président des États-Unis. Mais je veux vous le montrer comme nous le faisons habituellement. Enfin,
Littéralement, notre principe, c'est de ne pas nous laisser intimider et de ne faire aucun compromis lorsqu'il s'agit de vous dire la vérité. Et nous le faisons en allant au fond des choses. En replaçant les choses dans leur contexte, on comprend mieux où nous en sommes. Au lieu de regarder de manière myope un seul événement, une seule petite phrase par-ci ou quelque chose qui s'est passé hier, nous voulons regarder le tableau d'ensemble pour voir une tendance bien plus inquiétante qui est à l'œuvre. Dans la vie, tout repose vraiment sur le leadership. In life really is all about leadership. And especially at the national level, that has great Et surtout, au niveau national, cela a de grandes implications pour la direction que peut prendre notre pays. Et à terme, cela se répercute jusque dans la population. Les populations peuvent se laisser emporter par de mauvais dirigeants jusqu'à ce qu'une sorte d'effondrement survienne. Et je crains que nous nous dirigions vers l'un de ceux-là. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Laissez-moi vous montrer ce qui était autrefois la norme en Amérique. Quelles étaient au moins les aspirations que nous avions et comment cela a produit des résultats très concrets et positifs pour notre pays. Mais commençons par là où nous en sommes aujourd'hui, avec l'extrait d'hier. Au début de cette émission, je vous ai montré ce dont parlait le président Trump. Il va tenter de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Laissez-moi vous le montrer dans un contexte un peu plus large, parce que c'est plus important. Et après avoir fini de vaincre l'Iran, qui est en train d'être très sévèrement vaincu, très bientôt, je déclarerai le détroit d'Ormuz, territoire des États-Unis. Hormuz Strait, a territory of the United States. Essentially, that's what it. We have the blockade. Essentiellement, c'est ça. Nous avons le blocus. Aucun navire ne passe, sauf si nous le voulons. Mais, et le Venezuela alors? Le Venezuela, ça a été une guerre d'un jour. Et maintenant, nous travaillons très bien avec eux. Nous avons reçu des millions et des millions de barils de pétrole. Mais nous nous en sortons très bien. Nous nous en sortons bien à tous les niveaux. Vous savez, j'ai renforcé l'armée. Et maintenant, je l'ai utilisée un peu plus que je ne l'aurais voulu. Franchement. Mais ce n'est pas grave, parce que nous ne pouvons pas laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire. Nous sommes d'accord? On ne peut pas le permettre. Have a nuclear weapon. Do we agree? Can't let it. So I let that clip run a little bit longer. J'ai laissé cet extrait durer un peu plus longtemps à cause de tous les applaudissements. Et ça, bien sûr, ne fait que nourrir l'ego de Trump. Ça l'encourage à continuer ce genre de choses parce qu'il a dupé tellement de gens. On parle principalement de sa base, évidemment, mais ça se propage et ça en contamine beaucoup d'autres aussi. Et tant qu'il reçoit ce genre d'encouragement, ça ne fait que conforter de mauvaises décisions. Et quand les gens applaudissent autant, au milieu de cet extrait, à propos du Venezuela, nous sommes entrés en guerre contre le Venezuela. Et comme il l'a dit ailleurs dans ce discours, une guerre d'un jour, puis on a tout gagné. Les gens applaudissent ça. Le Venezuela ne représentait aucune menace pour les États-Unis. Il n'y avait aucune résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Cela a violé la loi de 1973 sur les pouvoirs de guerre et la séparation des pouvoirs prévue par la Constitution des États-Unis. Tout ça parce que, et il ne cherche même pas à le cacher, il leur a volé leur pétrole. Encore des applaudissements, encore des ovations. Nous avons littéralement volé les ressources d'un autre pays et nous les utilisons comme bon nous semble. Il y a une semaine ou 10 jours, un journaliste a justement demandé au président Trump, en insistant vraiment sur la question, « Au fait, où est passé cet argent ?» Où est dépensé cet argent? Et il vient juste de dire « quelque part » pour faire tourner le pays, ou quelque chose comme ça. Donc il ne répondrait pas à la question « où va-t-il » Personne ne semble vraiment s'en soucier. Personne n'en a été troublé. Le fait que nous ayons attaqué illégalement, sans éthique, immoralement un autre pays, enlevé son dirigeant, tué un tas de gens au passage,
afin de prendre le contrôle de leurs ressources naturelles et d'en faire ce qu'il nous plaît. Le président Trump affirme que cela soutient la guerre contre l'Iran. Oui, donc ça ne pose de problème à personne. C'est ce que produit un mauvais leadership. Ça corrompt la morale de la population au point qu'elle applaudit tout ça. C'est de la même manière qu'on en est arrivé à soutenir un génocide. Évidemment, ça a commencé avant le président Trump. Mais Joe Biden mérite la plus grande part du discrédit pour celui-là. Le président Trump a poursuivi cette politique, donc il est tout aussi coupable et davantage encore à certains égards. Même chose au Liban. Nous soutenons littéralement, en le finançant et en le permettant, sur les plans diplomatiques, militaires et financiers, le génocide d'un peuple et les mauvais traitements infligés à des populations entières. Des choses qui n'auraient jamais été envisagées par le passé. Et c'est en quelque sorte ce que je veux vous montrer. Je veux vous montrer comment on en est arrivé là, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. En réalité, un bon leadership a produit de bons résultats qui ont conduit à la paix dans des régions où cela aurait même pu aller jusqu'à la guerre nucléaire. Et cela a motivé d'autres personnes, partout dans le monde, à se lever, à élever leur niveau de vie et à aider leurs semblables. Il fut un temps où les présidents américains montraient la voie, et dans le bon sens. Permettez-moi de commencer avec vous par un discours prononcé aux Nations Unies en 1953 par le président Eisenhower de l'époque. Et juste un bref rappel du contexte. Bien sûr, il avait été commandant suprême des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il connaissait le coût immense de la guerre, les ravages qu'elle pouvait causer, et en particulier ceux des armes nucléaires qui, vous le savez, avaient mis fin à la guerre dans le Pacifique. Il était donc parfaitement conscient de tout cela. Et cela arrivait à un moment où montaient réellement les premières menaces de la guerre froide. Une attaque nucléaire, ou même conventionnelle, entre l'Union soviétique et le pacte de Varsovie d'un côté et les États-Unis et l'OTAN de l'autre. Tout le monde en avait très peur. Dans ce contexte, au lieu d'attiser les flammes, au lieu de dire « oui, nous allons venir vous dominer », il dit ceci. Certaines pages de l'histoire gardent la trace des visages des grands destructeurs. Mais le livre entier de l'histoire révèle la quête incessante de l'humanité pour la paix et la capacité que Dieu lui a donnée de bâtir. C'est au livre de l'histoire, et non à quelques pages isolées, que les États-Unis souhaiteront toujours être associés. Mon pays veut être constructif, non destructeur. Il veut des accords entre les nations et non des guerres. Il veut vivre lui-même dans la liberté, avec la certitude que le peuple de chaque autre nation jouit tout autant du droit de choisir son propre mode de vie. Vous l'avez entendu le dire à l'instant. C'était vraiment inspirant pour les gens du monde entier, comme pour ceux de notre pays. Nous voulons être connus pour la paix. Nous voulons aussi laisser les autres vivre en paix. Nous ne voulons pas être ce pays qui va partout conquérir. En quoi cela correspond-il à notre situation aujourd'hui? C'est là où nous en étions en 1953. Un commandant de la Seconde Guerre mondiale, qui connaissait le coût de la guerre et les bénéfices de la paix, a dit depuis une position de force. Nous voulons tendre la main ici, et nous voulons essayer de trouver une voie pacifique pour éviter une guerre nucléaire, ce qui serait catastrophique pour le monde. 10 ans plus tard, John F. Kennedy s'est rendu à l'American University pour y prononcer ce qui est peut-être, s'il fallait n'en choisir qu'un, le discours le plus spectaculaire de l'histoire présidentielle américaine. Je suis allé à l'American University, sur les lieux mêmes de ce discours, et j'ai simplement essayé de m'imprégner de l'atmosphère de cet endroit. Et j'ai revu son discours de nombreuses fois au fil des ans.
Je vais vous en montrer un extrait du début, parce que le cadre dans lequel il a abordé toute cette question était important. Et pour remettre les choses en contexte, nous sommes environ 1 an après la crise des missiles de Cuba, quand le monde était au bord d'une catastrophe nucléaire, et quand là encore, la guerre froide était encore plus intense qu'en 1953. Et dans ce contexte, le président Kennedy dit ceci. J'ai donc choisi ce moment et ce lieu pour parler d'un sujet sur lequel l'ignorance est trop souvent répandue, la vérité trop rarement perçue. Et c'est le sujet le plus important au monde, la paix. De quelle paix est-ce que je parle et quelle paix recherchons-nous? Pas une Pax Americana imposée au monde par les armes de guerre américaines. Pas la paix du tombeau, ni la sécurité de l'esclave. Je parle d'une paix véritable. Le genre de paix qui fait que la vie sur Terre vaut la peine d'être vécue. Le genre de paix qui permet aux hommes et aux nations de grandir, d'espérer et de bâtir une vie meilleure pour leurs enfants. Pas seulement la paix pour les Américains, mais la paix pour tous les hommes et toutes les femmes. C'est difficile à réécouter. Il commence en disant « Nous ne recherchons pas une Pax Americana où notre puissance militaire domine tout le monde. Nous ne recherchons même pas seulement la paix pour nous-mêmes, mais pour toute l'humanité. Lorsque les États-Unis ont utilisé leur puissance pour apporter la paix, cela a été largement couronné de succès, surtout quand on tient ce genre de propos. On s'y engage en partant du principe que nous ne cherchons pas à dominer et à conquérir tout le monde. Nous ne pensons pas que cela puisse mener à une paix véritable. Le peuple américain suivait cette ligne et cela a suscité des applaudissements enthousiastes. Puis, malheureusement, quelques mois plus tard, il a été assassiné. Il y a toutes sortes de raisons qui expliquent probablement ce qui s'est passé. Mais encore aujourd'hui, après avoir examiné toutes les preuves pendant de très nombreuses années, je suis convaincu que l'une des raisons essentielles, c'est qu'il cherchait la paix. Trop de gens ne voulaient pas de cette paix. Ils voulaient que l'affrontement entre les deux blocs se poursuive. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez peut-être que peu avant son assassinat, il avait signé quelque chose pour retirer les très peu nombreux conseillers, je crois qu'il y en avait environ 1000, que nous avions au Vietnam. Il a dit, c'est stupide, sortons-les de là, n'empruntons même pas cette voie. Lyndon Johnson, quelques jours plus tard, a dit, oui, non, empruntons cette voie. Et puis, ça a mené au désastre de la guerre du Vietnam, et toutes sortes de choses ont mal tourné après ça. Ensuite, il y a eu Nixon, qui a plus tard abusé des pouvoirs de sa fonction, etc., même s'il faisait aussi certaines choses qui avaient du sens. Il nous a sortis de la guerre du Vietnam, mais le mal était fait, et il a fallu du temps pour réparer ça. Donc, pendant un certain temps, on n'a pas eu de déclaration vraiment bonne comme celle-là. Mais en 1988, George Bush a dit, alors qu'il faisait campagne pour la présidence, « Vous savez quoi? Je cherche vraiment une occasion d'apporter enfin un peu de paix. » Donc, même George Bush. Et d'ailleurs, je pourrais faire une émission d'1 heure sur chacun des présidents que je vous montre là, pour vous montrer toutes les erreurs qu'ils ont commises et les mauvaises choses qu'ils ont faites. Je ne suis pas naïf sur ce point. Je le comprends parfaitement. Mais ce que je vous dis, c'est que lorsque votre état d'esprit, lorsque votre leadership s'oriente vers des domaines qui sont pacifiques et qui veulent profiter à toute l'humanité, les gens se rallient aux États-Unis et s'efforcent d'être à la hauteur de cette exigence. Et lorsque nos actes vont dans ce sens, cela produit réellement de la paix et de la stabilité, améliore la condition des gens et réduit le risque de guerre pour notre propre population. Et en 1988, alors que Bush était candidat à la présidence, lorsqu'il a remporté l'investiture républicaine, voici la vision qu'il voulait porter.
Je crois que le service public est une chose honorable. Et chaque fois que j'apprends que quelqu'un a trahi la confiance publique, ça me brise le cœur. Et je me demande parfois si nous avons oublié qui nous sommes. Nous sommes le peuple qui a déchiré une nation plutôt que d'autoriser l'esclavage. Nous sommes le peuple qui s'est relevé des ghettos et des déserts. Nous n'étions pas des saints, mais nous vivions selon des principes. Nous célébrions l'individu, mais nous n'étions pas égocentriques. Nous étions pragmatiques, mais nous ne vivions pas seulement pour les biens matériels. Nous croyions à la réussite, mais l'ambition aveugle n'était pas notre voie. Mais où est-il écrit que nous devons agir comme si nous ne nous soucions de rien, comme si rien ne nous touchait? Eh bien, moi, je suis touché. Je veux une nation plus bienveillante et plus douce. Bien sûr, il ne l'a pas mis en œuvre aussi bien que je l'aurais souhaité. Nous avons fini par entrer en guerre contre l'Irak en 1991, celle à laquelle j'ai participé. Donc, il y a eu quelques tâches. Mais vous voyez, il s'adresse au peuple américain parce qu'il disait « Ce n'est pas ce que nous sommes. Nous empruntons des voies sombres. » Car cela se situe dans le sillage de la guerre du Vietnam. Alors il disait « Regardez, revenons à une époque où nous avons des principes, où nous avons une morale, où nous cherchons à améliorer l'humanité, à nous améliorer nous-mêmes et où nous aspirons à des idéaux plus élevés. » Même s'il n'est pas parvenu à le concrétiser, et qu'il y a eu cette grosse tâche, au moins premièrement, c'était le moment où Saddam Hussein a littéralement envahi un autre pays et en a menacé un autre, l'Arabie saoudite. On peut lui accorder un petit peu de mérite là-dessus, j'imagine. Certains ne le feront pas. Mais le fait est, il a reconnu que le peuple américain ne voulait pas s'engager sur cette voie. Et il n'a pas poursuivi la guerre davantage. Il ne l'a pas étendue à l'Irak, et ainsi de suite. Il voulait toucher les dividendes de la paix, tout ce genre de choses. Et il a commencé à réduire les effectifs militaires par la suite. Donc, au lieu de prendre cette victoire et de dire « Oui, je veux conquérir encore plus de pays », il a réellement joint les actes à la parole. Et c'était utile, parce que cela a effectivement contribué à réduire les risques de se retrouver dans de nouvelles guerres. Et puis, l'année suivante, lorsque le président Reagan quittait ses fonctions, il a fait cette déclaration célèbre sur le monde qu'il avait espéré gouverner, qu'il avait essayé de gouverner pendant 8 ans et qu'il espérait léguer aux générations futures. Mais dans mon esprit, c'était une grande ville fière, bâtie sur des rochers plus solides que les océans, battue par les vents, bénie de Dieu, et grouillante de gens de toutes origines, vivant en harmonie et en paix. Une ville au port franc, animée par le commerce et la créativité. Et s'il devait y avoir des remparts, ils avaient des portes. Et ces portes étaient ouvertes à tous ceux qui avaient la volonté et le cœur de venir jusqu'ici. C'est ainsi que je la voyais, et que je la vois encore. Et encore une fois, c'était la vision qu'il avait de l'Amérique. Quelque chose qui serait une cité brillante sur une colline, une lumière que les autres pourraient imiter. Nous voulions montrer par nos actes, démontrer que c'est le bon comportement à adopter pour que les gens aient envie de venir ici, et nous traiterions tout le monde avec dignité. Je sais qu'il a échoué sur beaucoup de sujets. L'affaire Iran-Contra, par exemple. Certaines choses en coulisses. Mais dans ce processus, il a aussi accompli beaucoup de bonnes choses. Il cherchait aussi à aspirer à quelque chose de plus élevé et à inspirer notre peuple à vouloir s'élever. Et bien sûr, avec Gorbatchev, M. Gorbatchev a battu ce mur. Il est passé à l'action. Il est devenu ami avec Gorbatchev. Ils ont travaillé sur des limitations nucléaires afin de réduire le risque d'une guerre nucléaire, d'améliorer les conditions de vie et d'augmenter les chances que les deux camps puissent se rapprocher.
Et bien sûr, c'est finalement arrivé avec la chute du mur. Et ensuite, on a un peu gâché ce moment-là. Mais vous voyez qu'il a joint les actes à la parole. Et malgré toutes les choses qu'il a faites de mal, il a aussi fait de bonnes choses, parce que son objectif était quelque chose d'utile et de bénéfique. Avant, c'était la norme aux États-Unis. Ces hommes-là, que ce soit Bush pendant sa campagne, Reagan, Eisenhower ou JFK, ils s'adressaient à une population qui croyait largement à tout ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils faisaient campagne là-dessus et le disaient, parce que c'était la norme aux États-Unis. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Et puis, vous savez, ça a commencé avec... Enfin, je ne vais pas remonter jusque-là, mais on reprend simplement l'histoire avec Clinton et son mandat. Il a dit beaucoup de choses positives, mais il a commencé à modifier un peu la nature du discours avec cette idée de nation indispensable. Nous ne voulons pas être la police du monde, mais nous l'avons été. Et pourtant, nous sommes indispensables. Nous sommes importants. Donc il ne s'agit plus seulement d'assurer notre propre paix. Nous devons, en quelque sorte, décider de ce qui se passe ailleurs. Et bien sûr, George W. Bush arrive au pouvoir en 2001. Au départ, il dit lui aussi vouloir une politique étrangère plus bienveillante, plus modérée, un peu comme celle de son père. Jusqu'au 11 septembre. Là, il devient le président de guerre. Et cette justification sert alors à mener des guerres pendant toute la durée de son mandat. Il n'a jamais pu se laver les mains de tout le sang versé au Moyen-Orient et il envisageait potentiellement d'entrer dans de nombreuses autres guerres. Obama a poursuivi en partie dans cette voie lorsqu'il est arrivé au pouvoir avec la Libye, les attaques en Syrie, etc. À une échelle moindre, ça a simplement entretenu cette dynamique. Et encore une fois, toutes ces périodes, chacune des situations que j'ai mentionnées, que ce soit la Libye, la Somalie, l'Afrique, les différentes zones relevant de l'Africom, chacune a continué à grignoter la résolution de 1973 sur les pouvoirs de guerre et à démanteler progressivement ce qui avait servi de garde-fou dans la Constitution entre le premier et le deuxième article, entre le pouvoir législatif et l'exécutif, afin que le pouvoir de faire la guerre ne réside que là. Tout cela disparaissait peu à peu, et le système des partis a continué dans cette voie. Chaque président est allé un peu plus loin que le précédent. Puis, il y a eu bien sûr Joe Biden, le président Trump la première fois, et maintenant, cette fois-ci, c'est terminé. Et dans chacun de ces cas, parce que les gens suivent les dirigeants, quand on continue de s'en prendre à Trump, je suis désolé, Biden aussi parlait sans cesse de la grandeur de notre puissance militaire. Et il a refusé toute forme de diplomatie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a refusé de faire quoi que ce soit pour aider le peuple palestinien, n'a rien fait pour la paix, dans aucun de ces cas. Il a soutenu et rendu cela possible. Et cela a continué à nous anesthésier en tant que nation. Cela a continué à éroder notre sens moral, au point que désormais, la force fait le droit. Et si nous employons la force, alors c'est juste parce que nous avons raison. Nous sommes la nation indispensable. Personne ne peut rien faire sans nous. Et puis Trump pousse ça encore plus loin, de façon complètement démesurée, à tel point maintenant qu'il peut menacer de prendre le contrôle de n'importe quel pays. Il peut menacer d'attaquer n'importe qui. Personne ne dit rien. Beaucoup d'applaudissements. Écoutez, il y a une conséquence à tout ça. Ce n'est pas seulement une démonstration hideuse. Ce n'est pas seulement qu'on ne devrait pas vivre comme ça. On ne devrait pas. Mais ce genre de choses mène quelque part. L'histoire regorge d'empires, de pays, de dirigeants qui continuent à vivre de cette manière. Je veux dire, c'est la formule classique de la Bible. Qui vit par l'épée, périra par l'épée. Nous continuons sur cette voie où l'on ne voit même plus les présidents proclamer, même rhétoriquement, que nous voulons la paix, que je veux aider toute l'humanité, que je ne veux pas qu'une Pax Americana s'impose et dicte sa loi à qui que ce soit dans le monde.
Nous ne voulons pas être connus comme un pays qui gouverne par la force. C'était la norme, parce que c'était la norme en Amérique. On continue sur cette voie, et vous allez entendre de plus en plus d'applaudissements pour des choses comme ce que vous avez vu. Le président parlait de voler les ressources d'un autre pays, sans la moindre excuse. Dire sans la moindre excuse, je m'en fiche complètement, ce qu'il a aussi dit séparément cette semaine. Je me fiche que cela fasse augmenter votre coût de la vie en Amérique, le prix de l'essence, le prix des courses. Je m'en fiche. C'est ce que je veux faire ici, en Irak, en Iran. Et on attend de vous que vous applaudissiez ça. Ensuite, il va en souligner la force et notre puissance, et de plus en plus de gens vont applaudir ça, ce qui l'encourage toujours davantage. Et quiconque lui succédera arrivera au milieu des décombres de tout ce qu'il aura laissé. Celui qui arrivera après l'élection de 2028 arrivera quand les garde-fous auront disparu. Il n'en restera que des gravats. La loi sur les pouvoirs de guerre de 1973 sera reléguée à l'histoire. Plus personne n'en parle désormais. Ça ne sert à rien d'organiser des votes là-dessus, parce que ça n'impose aucune contrainte au président. Un jour, nous nous serons créés tant d'ennemis dans le monde et suscité tant de peur des États-Unis que les gens conspireront ensemble pour neutraliser le danger qu'ils voient peser sur la planète. C'est inévitable. C'est simplement la nature humaine. C'est ce qui s'est produit tout au long des éons de l'histoire mondiale. Tous ces empires sont tombés, en grande partie à cause de leur pourriture interne, mais aussi à cause de leur soif extérieure de pouvoir et de domination sur les autres. Et ça ne marche tout simplement pas, parce que les peuples n'acceptent pas de vivre ainsi. Les autres n'acceptent pas de vivre ainsi, jusqu'au jour où ils finissent par agir. Et je crains qu'un jour, notre empire, avec ce mode de vie que nous considérons comme normal, ne s'effondre lui aussi à cause de la pourriture de nos mentalités et de notre morale. Je vous le dis, nous devons faire tout ce qu'il faut pour régler ça maintenant, tant que nous le pouvons. Parce qu'un jour, cela pourrait nous être imposé de l'extérieur, et il n'y aurait plus aucun remède. Et il n'y aurait certainement personne prêt à nous aider, après tous les peuples que nous avons écrasés jusqu'à présent. Pour moi, c'est une menace existentielle pour notre pays, autant que pourrait l'être n'importe quelle menace militaire qui surgirait ici. Et elle vient de l'intérieur. D'abord, il faut en prendre conscience. Il faut retrouver nos esprits et nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Et il nous faut de meilleurs dirigeants. Il faut se débarrasser de ces types qui ne cessent de parler de leur soif de puissance militaire. Il y a toute une cohorte de gens qui se mettent déjà en scène pour préparer vos votes de 2028. Ils voient ce paysage et tout ce qui les intéresse, c'est de gagner. Ils essayent déjà de reprendre ce flambeau. Ne les écoutez pas. Il nous faut quelqu'un qui fera quelque chose pour nous donner une vraie chance de prospérer en tant que nation, au lieu de nous effondrer. Nous verrons bien ce qui se passera à ce sujet. Nous continuerons à suivre cela pour vous au fil des événements, à mesure que nous nous rapprocherons de l'élection, et ainsi de suite. Mais j'ai estimé qu'il était vraiment important, compte tenu de la déclaration du président Trump, de replacer tout cela dans son contexte et de comprendre, dès maintenant, à quel point ces moments sont importants avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup à tous. Nous vous remercions de nous avoir suivis aujourd'hui et nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, nous n'avons pas de sponsors parce que nous détestons vous assommer de publicité. Moi, je ne les aime pas. Alors, montrez-nous un peu de soutien en retour. Abonnez-vous, mettez un j'aime et envoyez ceci à quelqu'un qui compte pour vous. Like and send this to somebody you care about.